Bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de présenter la revue Entrée vers Eminette et pour cette seconde année consécutive, nous utilisons la vidéo. Cette année, nous avons mis l'accent sur Odorico, sur les mosaïques Odorico, tout simplement parce que localement, nous avons une devanture Odorico, mais nous avons également bien d'autres sujets. L'école, par exemple, c'est la suite d'un reportage que nous avions commencé l'année passée, nous avons poursuivi cette année et nous allons revisiter d'autres chapitres, comme par exemple la guerre 39-45, à travers une résistante de Saint-Marc-le-Blanc. Le granit également, on va voir comment on a redécouvert une grue qui était enfouie du côté de Saint-Marc-le-Blanc, et puis une pierre mystérieuse qui nous a occupé pas mal pendant plusieurs années avec la participation du Sérapar. Enfin, on va visiter un autre lieu qui est l'établaire, et puis nos rubriques habituelles que sont les portfolios, la revue de presse, les classes et bien sûr les courriers des lecteurs. Le sujet important dans une revue, bien c'est l'édito. Et nous voulons remercier François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France, qui nous a autorisé à publier son édito qu'il avait écrit à l'occasion des Journées Patrimoine de l'année 2020. Donc il aborde tous les sujets fondamentaux que représente le patrimoine. Ce sont comment ce patrimoine nous relie au temps long de l'histoire, comment ce patrimoine est notre bien commun, et comment transmettre cet héritage. Donc on avait un petit peu travaux pratiques localement parce que nous avons été témoins de l'affaire, entre guillemets, du Sacré-Cœur, et c'est vrai que c'est un sujet un petit peu sensible, et le Cercle d'Histoire a beaucoup réfléchi et proposé ses services à la municipalité pour essayer d'y voir clair et comment gérer cette question qui est un petit peu délicate. Bon, il est apparemment surprenant d'associer l'Opéra Garnier à Paris, la piscine Saint-Georges à Rennes, et plus encore la devanture de la boucherie Saucet à Saint-Hilaire-des-Landes. Il y a 3 lieux, 3 époques, 3 fonctions différentes, et pourtant il y a un dénominateur commun, l'utilisation de la mosaïque et les frères Odorico. Alors, au milieu du XIXe siècle, Napoléon III veut faire construire un grand opéra, dans le cadre de la modernisation de Paris, qui a été conduite par le baron Haussmann. C'est ainsi que Charles Garnier, architecte du monument, propose l'utilisation de la mosaïque pour la décoration. Cette technique, qui était alors peu répandue en France, va conduire à la venue de mosaïstes italiens et de maîtres mosaïstes, parmi lesquels Gian Domenico Facchina, qui était propriétaire du brevet, et aussi les frères Odorico. Alors l'inauguration de l'opéra est évidemment un éblouissement pour tous les notables qui ont participé à cette manifestation et qui ont voulu à leur tour épater bien évidemment leurs concitoyens en province. Face à cette perspective de marché, les frères Odorico, plutôt que de retourner dans leur pays d'origine, l'Italie, vont décider de s'installer en France. Ils vont d'abord s'installer à Tours, puis s'établir à Rennes, en 1882. Et c'est ainsi que Rennes devient un lieu de référence pour la mosaïque. Isidore Odorico, fils, après des études aux Beaux-Arts à Rennes, va développer et moderniser l'entreprise familiale. À cette époque, l'entreprise compte à peu près une centaine d'ouvriers. Isidore est un entrepreneur moderne, il a le sens du relationnel, il le soigne non seulement auprès de ses clients en France, mais aussi en Europe, aussi bien d'ailleurs pour son métier que pour les activités sportives, dont le football, jusqu'à devenir président du Stade Rennais de 1931 à 1938. L'actuel Stade Rennais en conserve des traces, puisque le centre de sélection créé en 1987 sous le mandat de Edmond Hervé porte le nom d'École technique privée Odorico. Et pour la saison 2020-2021,
L'un des maillots du stade fait référence au mosaïste rennais. Bon, revenons à notre sujet, la mosaïque. Il y a plus de 700 décors dans 112 villes de l'ouest de la France. Parmi les réalisations emblématiques, on citera la piscine Saint-Georges à Rennes, qui a été classée monument historique en 2016, ou encore la Maison Bleue à Angers, qui est un immeuble. Plus près de nous, l'entreprise Odorico Frères est intervenue à Fougères, sur des sites que vous connaissez. Je citerai le magasin Langlois, place du Théâtre, ou encore la maternité. Et enfin, à Saint-Hilaire, Armand Sausset père fait appel à l'entreprise Odorico pour décorer la façade de sa boucherie. Et il en reste encore des vestiges. Les plus belles histoires ont une fin. Isidore Odorico n'échappe pas aux conséquences de la guerre. Il meurt en 1945. La mode change. Les motifs art déco qui ont fait la notoriété de l'entreprise sont peu à peu délaissés. Donc en 1978, l'entreprise va cesser son activité. Toutefois, on retrouve au musée de Bretagne des collections de croquis, de dessins ou de projets qui ont été laissés par Pierre Janvier, qui a été le dernier directeur de l'entreprise. La revue numéro 19 présente cette année la construction des maisons d'école à Saint-Hilaire-des-Landes. La lecture des archives a permis de localiser les premiers lieux d'enseignement dans la commune. Dès 1843, la commune de Saint-Hilaire-des-Landes envisage l'acquisition de bâtiments privés destinés à une maison d'école. Le comte de la Haye Saint-Hilaire s'engage à soutenir financièrement le projet. Mais la commune fait face évidemment à de nombreux problèmes. Manque de locaux, absence de fonds, travaux divers évidemment engagés ailleurs. Finalement, le projet est abandonné. Plus tard, en 1884, la municipalité décide de construire une maison d'école et une mairie. Des problèmes techniques viendront évidemment émailler la construction et la réception de ces bâtiments. Des aménagements complémentaires seront nécessaires au bon fonctionnement de ces maisons d'école. Bouleversement. En 1886, les religieux ne peuvent plus enseigner dans l'enseignement public. L'école communale est laïcisée. Ensuite, 2 écoles privées verront le jour. Elles seront tenues par les religieuses de Riez. À la fin de cet article, vous découvrirez le nom des enseignants qui, depuis la première maîtresse en 1785, ont exercé dans la commune. Bonjour à tous, je vais vous présenter un nouveau chapitre sur la guerre 1939-1945 avec l'histoire de Thérèse Coulon, née Robidoux, que nous voyons en photo sur la diapo. Thérèse habite Paris. Pendant la guerre, elle va rentrer en résistance et sera vite surveillée par la Gestapo. Elle décide de venir se réfugier chez ses parents, à Saint-Marc-le-Blanc, au village du Rocher-Renard, sur la route de Chauvigny. Mais même là, elle est surveillée et la gendarmerie va l'arrêter et la déporter. Le 1er décembre 1944, Thérèse Coulon meurt en déportation au camp de Ravensbrück en Allemagne. Tout ça pour vous résumer que cette histoire rentre dans la grande histoire, avec d'un côté la résistance et de l'autre côté la Gestapo. À cette époque, la gendarmerie était sous le commandement du régime de Vichy. De nombreux gendarmes ont arrêté, dénoncé et déporté des juifs, des résistants, à l'image du brigadier Valogne, à la triste réputation, brigadier à la gendarmerie de Saint-Brice, qui arrêtera Thérèse Coulon avec zèle. À côté de ça, d'autres gendarmes participeront à la libération de la France, à l'image de Victor Piette. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt.
En 2022, la commune de Saint-Brice-en-Cogle commémorera le 150e anniversaire de l'arrivée du train entre Fougères et Pontorson. En préparation de cette manifestation, le club d'histoire de Saint-Brice avait projeté des documents anciens où l'on voyait une grue qui s'activait sur la gare de Saint-Brice et qui déchargeait des blocs. Donc cette grue nous a tout de suite interpellés parce qu'on a retrouvé dans les ronces et dans les brousses d'une carrière à Saint-Marc-le-Blanc le profil de cette grue. Donc c'est pour ça qu'on s'est renseigné un petit peu et qu'on est allé voir cette grue. Et il se trouve que c'est toute une histoire, parce que la grue a connu son heure de gloire, je dirais, pendant la guerre 14-18, parce qu'on s'est rendu compte que le déplacement des canons nécessitait un gros travail de manutention, et le rail et la grue étaient la solution. Donc le général Mignot a inventé cette grue et on l'a retrouvée après dans les carrières, dans les trains, et c'est ainsi qu'une grue a terminé son existence à Saint-Marc-le-Blanc, au bord de la carrière de la vallée Olive. Donc cette commémoration du 150e anniversaire peut être l'occasion de ressusciter un petit peu cette grue et de faire le grand écart entre la guerre 14-18, l'exploitation du granit et puis l'arrivée du train à Saint-Brice-en-Cogle. À l'occasion d'une promenade sur les confins du Tiercent et de Chauvigné, Jules Dubois, alors président de la Société d'histoire de Saint-Ouen-des-Alleux, nous avait fait découvrir une roche plutôt énigmatique. Donc c'était un sommet de rocher qui était évidé et qui nous a énormément interpellés. Donc on a cherché l'origine de cette roche-là et on restait toujours sur notre faim. Donc on a fait appel au CERAPAR, c'est le Centre d'études et de recherche pour le Pays de Rennes, donc un centre d'études spécialisé dans les recherches archéologiques, qui est venu sur site et avec lequel on a entrepris un gros travail de débroussaillage déjà pour faire réapparaître cette roche et puis faire des mesures. Il y a eu un article de la chronique qui a rapporté un petit peu le thème de nos recherches, et puis les langues se sont un peu déliées. Et grâce au témoignage d'un voisin qui avait entendu son père, son grand-père et son arrière-grand-père parler de la fameuse roche d'Ajon. Et en fait, il s'agit bel et bien d'une roche qui servait à piler l'Ajon. Donc voilà comment, après de nombreuses recherches et de nombreuses investigations, on a pu lever le secret de cette fameuse pierre énigmatique. Bonsoir. Nous revenons à une de nos rubriques habituelles, à savoir la découverte d'un village de la commune de Saint-Hilaire-des-Landes. Cette année, nos regards se sont tournés vers la ferme de l'Établaire. Cette ferme se situe aux confins de la commune, du côté de Saint-Marc-sur-Coinon. Après une description des bâtiments, de leur évolution au cours du temps, nous laissons Pierre Guillois, neveu du dernier locataire de la ferme, nous faire découvrir l'histoire des propriétaires et des locataires exploitants du XVe siècle à nos jours. Cette étude a réservé à son auteur et à sa famille une belle surprise, dont la généalogie a le secret. Je n'en dirai pas plus. Au début des années 70, Constant Guillois, dernier locataire, prend sa retraite. Les propriétaires décident de vendre la ferme. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais la vente ne se passe pas du tout comme prévu. Je vous laisse découvrir ce chapitre dans le dernier numéro de la revue Entre Vers et Minette. Je vous souhaite une bonne lecture et vous dis à bientôt. Eh bien, nous voilà rendus à notre 6e portfolio pour des photographies qui ont été prises dans les années
1979-1980, ça fait donc 40 ans. Et moi-même, je suis tout surpris de voir le sens nouveau qu'elles ont pris 40 années après. Ces personnes qui ont été photographiées, ce sont des personnes humbles, silencieuses, dont on ne parle pas, et qui ont travaillé toute leur vie pour leur famille et aussi pour leur commune. L'image est une des rares choses concrètes qui nous reste d'eux, qui nous reste d'elles, de ces personnes-là. Bon, c'est aussi l'occasion de leur rendre hommage. Voilà donc quelques visages qui ont été choisis pour leur regard amusé, leur sourire, leurs gestes. Et nous avons choisi cette année de ne pas les nommer. Ça sera à vous de les reconnaître et nous vous laissons le plaisir de les découvrir. Nous sommes certains que vous avez encore beaucoup d'archives chez vous, des portraits, des photographies qui datent d'avant les années 2000. Donc si vous voulez nous les communiquer, nous serons ravis d'en prendre connaissance. Merci d'avance. Notre revue de presse relate quelques événements importants de l'année 1921 en France et dans le monde. À l'heure de l'Internet, qui se souvient qu'il y a 100 ans, le 21 décembre 1921, était diffusé le premier programme de radio en France. Mais revenons sur les actualités, disons plutôt les faits divers de la commune. La numérisation des journaux par les archives de la ville de Fougères nous permet de vous présenter des documents de meilleure qualité que les années passées. L'année 1921 est assez riche. Bien sûr, on retrouve toujours nos rubriques braconnage, abus de boissons, etc., les différents accidents. Mais il convient de remarquer les multiples lettres ouvertes de Monsieur le maire à Monsieur le curé, ce qui en dit assez long sur le climat qui devait régner à cette époque, en 1921. Je vous laisse découvrir cette rubrique par vous-même. Je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt. Dernier chapitre de notre revue, le courrier des lecteurs qui cette année est très étoffé. Vous y trouverez par exemple quelque chose d'assez exceptionnel. Il semblerait qu'en 1946, François Mitterrand soit venu à Saint-Hilaire-des-Landes à l'occasion de réunions électorales pour un candidat de Saint-Hilaire-des-Landes. J'en dis pas plus, vous le découvrirez dans la revue Entrée-vers-Iminette. Donc je remercie au nom du Cercle d'Histoire bien tous nos distributeurs et toutes les personnes qui nous ont apporté des documents, et c'est grâce à eux que cette revue vit et peut continuer de vivre. Merci à tous. Bon, c'est tout. Bon, le programme de l'année à venir, là, il est 22h, on ne va pas s'attaquer à ça maintenant.